Bonjour à toutes et tous. Je crois qu'on devrait lire plus de romans. Enfin, je veux dire dans ce cours, hein, pour le reste, vous lisez ce que vous voulez. Non, je parle de ce cours parce que depuis janvier, en fait, j'y réfléchis, on a commenté des articles de dictionnaire, des dialogues philosophiques, des satires, des pièces de théâtre, mais pas de romans. Et pourtant, pensez-y, le charlatan est un personnage hautement romanesque. Et donc aujourd'hui, pour combler ce manque, je voudrais vous parler d'un roman bien oublié, encore plus oublié que le Docteur Sacreton, la pièce de théâtre de Mercier que nous avons étudiée la semaine dernière. Un roman qui va nous permettre d'élargir le domaine du charlatanisme au-delà de la pratique de la médecine pour nous interroger sur différentes formes d'usage illégitime de la science dans l'espace public, enquête que nous prolongerons la semaine prochaine avec une réflexion sur ce qu'on appelait au XVIIIe siècle la charlatanerie des savants. Ce roman, il s'agit des petites aventures de Jérôme Charpe, publiées en 1789. Ne faites pas semblant, je vous ai dit que c'était bien oublié. Ces petites aventures, elles mettent en scène un jeune homme instruit mais ruiné, Jérôme Charpe, qui décide de quitter la ville de Marseille où il a grandi pour se rendre à Londres. Le lecteur suit Jérôme dans ses aventures en Provence, puis à Lyon, puis en Bourgogne et jusqu'à Paris où le roman s'achève, il n'ira pas jusqu'à Londres. Alors en route, il arrive évidemment donc plein d'aventures et surtout plein de rencontres à Jérôme Charpe. Après avoir été, dès le début du roman, victime d'un fripon qui lui vole tout son argent, il apprend progressivement, c'est une sorte de roman de formation, il apprend à se méfier des imposteurs en tout genre qui croisent dans son parcours. Et donc on a une trame vaguement picaresque qui permet à l'auteur de mettre en scène toute une galerie de charlatans, depuis le banal escroc jusqu'au faux savant dont les entourloupes sont plus élaborées. Le roman est traversé par une réflexion sur le charlatanisme et le mot revient à de très nombreuses reprises, c'est pour ça qu'évidemment qu'il m'a intéressé. Et le charlatan, dans les aventures de Jérôme Charpe, ça qui est intéressant, ne se réduit pas du tout à la figure qui nous est maintenant familière du médecin empirique, mais il apparaît comme une menace logée au cœur même de ce nouvel espace public des Lumières, dans une espèce de zone d'incertitude, une sorte de zone de confusion même entre science et divertissement. Alors vous voyez sur la plage de titre que vous avez ici, l'auteur n'est pas nommé explicitement, mais il est référé à un titre précédent par l'auteur de La Magie Blanche. En fait, c'est par l'auteur de La Magie Blanche dévoilée, c'est le titre exact, on en reparlera tout à l'heure, qui est un livre qui a eu du succès quelques années auparavant, et dont l'auteur était Henri Descramps, qui donc a connu une petite célébrité éphémère, enfin notoriété plutôt, à la fin de l'Ancien Régime. Et les petites aventures de Jérôme Charpe, donc comme l'indique ce sous-titre, ne sont en réalité qu'une pièce dans la croisade que Henri Descramps, l'auteur, a menée pendant plusieurs années à l'encontre des usages dévoyés du savoir. Contre les magiciens, contre les illusionnistes, contre les imposteurs, Henri Descramps défendait une utilisation ludique, populaire et publique de la science, aussi éloignée du charlatanisme vénal que de la pédanterie académique. Alors, je vais y revenir dans un instant, c'est-à-dire l'ensemble de ce dispositif, mais auparavant, je pense qu'on peut suivre Jérôme sur les routes de France. Le monde est rempli de charlatans de toute espèce, affirme très tôt le narrateur. Non seulement les charlatans sont partout, mais ils prennent toutes sortes de figures. Ce sont de faux savants, des illusionnistes, mais surtout toute une galerie d'imposteurs, d'aigrefins, comme on disait, de chevaliers d'industrie, de fripons.
Et donc il faut apprendre, et c'est un des objectifs du roman, il faut apprendre à les reconnaître sous leurs différentes incarnations pour ne pas en être dupe. Et c'est le grand thème du roman, je cite encore, le charlatanisme est donc un Proté qui se présente sous 1 million de formes différentes. Proté, je vous le rappelle, désigne dans la mythologie grecque une sorte de divinité marine qui a la capacité de se métamorphoser. Et donc ce caractère protéiforme du charlatan, qui prend donc des figures sans cesse différentes, devient un lieu commun à la fin du XVIIIe siècle. Et ce lieu commun, le caractère protéiforme du charlatan, eh bien, il traduit justement cet élargissement, cette extension du charlatanisme à tous les domaines de la vie sociale. Et il est vrai que Jérôme rencontre très vite le charlatan sous sa forme la plus classique, celle du médecin ambulant qui parade sur les tréteaux de fortune et en se jouant de la crédulité du public. Mais ce qui est frappant, c'est que même ce charlatan médical, si on peut dire classique, eh bien, il ne se contente pas de vendre différentes potions thérapeutiques. En fait, il a élargi sa palette à d'autres secrets scientifiques. Par exemple, il prétend détenir le secret de rendre l'air atmosphérique, l'air de l'atmosphère, inflammable. Alors, si on y réfléchit, ça aurait d'énormes avantages, d'ailleurs, ce que ce charlatan expose, puisque ça permettrait, par exemple, de chauffer la maison sans combustible et donc sans frais. Donc, en période de crise de l'énergie, évidemment, vous voyez bien l'intérêt. Donc, il fait une démonstration grâce à un petit subterfuge qui impressionne beaucoup le compagnon de voyage de Jérôme, qui s'appelle Boniface, qui est très naïf, mais évidemment, Jérôme, lui, évente, si on peut dire rapidement, le subterfuge, puisqu'il comprend qu'en fait, dans le coude du tuyau qui servait à expirer cet air, eh bien, en réalité, était caché un peu d'éther. Et donc, au fond, cette prétendue invention qui allait changer la face du monde était en réalité un petit tour de prestidigitateur. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ce charlatan, il ne cherche pas à séduire le public par son bagout, par ses boniments. Il emploie au contraire une rhétorique simple, modeste, bien loin de l'image habituelle du battleur haranguant les badauds. Il se présente comme un savant désintéressé qui décrit avec la plus parfaite humilité ses succès. Ce que le narrateur commente ainsi, « Je ne sais si l'empirique vendait beaucoup de ces drogues, mais j'observais en l'écoutant un instant qu'il avait une adresse merveilleuse pour s'attirer l'attention de son auditoire. Ce n'était pas par de grands mots ni par de beaux gestes qu'il cherchait à éblouir, mais par une éloquence d'autant plus persuasive qu'elle était simple. » Alors vous voyez, c'est intéressant parce que là, on est à la toute fin du XVIIIe siècle, et donc on est loin en tout cas de ces figures pittoresques immédiatement identifiables de charlatans habillés avec des vêtements orientaux chamarrés qui vont de place en place avec des discours particulièrement hyperboliques. Non, désormais, le vrai charlatan, c'est celui qui prend soin de ne pas passer pour tel et qui cherche à apparaître comme un savant sincère, modeste, pour gagner la confiance du public. Et le danger, évidemment, n'en est que plus grand, puisque comment le public pourrait-il distinguer désormais le charlatan de l'homme de science? Et on peut en tirer une leçon générale. Moins le charlatan est pittoresque, plus il est modeste, plus il se présente comme un humble savant, plus il est dangereux. Plus tard, à Auxerre, Jérôme rencontre d'autres figures de charlatans qu'il appelle les banquistes, et l'expression vient évidemment des bancs, ces estrades sur lesquelles il se donne en spectacle, comme dans le terme saltimbanque, venu de l'italien, vous vous en souvenez. Et à la différence du charlatan précédent, eux circulent en troupe, ils se donnent en spectacle de ville en ville, je cite, pour vivre aux dépens du public qu'ils attrapent. Vivre aux dépens du public qu'ils attrapent, au fond, c'est une caractéristique du charlatan qui le rapproche de tous les amuseurs publics. Et on retrouve cette autre phase du charlatanisme qu'on avait déjà croisée, la proximité avec le spectacle forain et les troupes ambulantes de comédiens. D'ailleurs, ces troupes ambulantes, on en a parlé pour le début du XVIIe siècle, lorsqu'ils arrivent notamment d'Italie, mais n'ont pas du tout disparu à la fin du XVIIIe siècle. Au contraire,
malgré l'établissement de théâtres et de troupes permanentes, eh bien, on a ces troupes ambulantes qui continuent à sillonner les bourgs et les petites villes avec des numéros d'acrobates, des petites pièces, des tours amusants. Et d'ailleurs, ces tours amusants, je dis ce sont des petits tours, mais en réalité, sont souvent de véritables escroqueries. Et le narrateur explique que la police laisse faire parce qu'ils sont un mal nécessaire. Ils sont un mal nécessaire, et dans ces conditions, puisque la police laisse faire, eh bien, la seule parade possible pour éviter que ces saltimbanques, ces banquistes escroquent le public, eh bien, il s'agit, la seule parade, c'est de révéler leurs trucs, leurs stratagèmes, pour que le public puisse avoir le plaisir de les écouter sans se faire berner. Donc les ramener, au fond, à un pur spectacle inoffensif, ludique, et c'est ce que s'emploie à faire Jérôme dans le récit, et donc pour le public des scènes dans le roman, mais aussi évidemment pour le lecteur lui-même. Et le roman prend ainsi une sorte de tournure pédagogique, presque didactique, et d'ailleurs, le narrateur explique très tôt que son roman, enfin son récit, sert, il s'agit, dit-il, de, je cite, servir à la propagation des Lumières. Et c'est intéressant parce que cette formule, la propagation, servir à la propagation des Lumières, c'est vraiment la maxime caractéristique du programme de pédagogie des écrivains éclairés, des philosophes, et il est assez significatif de la retrouver ici sous cette forme. La diffusion du savoir doit permettre de désamorcer la part de tromperie qui est inhérente au charlatanisme pour ne conserver que le plaisir innocent d'un merveilleux maîtrisé. Les petites aventures de Jérôme Charpe mettent en scène, donc, je vous l'ai dit, l'extension presque illimitée du domaine du charlatanisme, qui n'est plus seulement associé à l'exercice frauduleux de la médecine, il désigne toutes sortes de tromperies, toutes ruses visant à abuser le public. Et au début du roman, Jérôme lui-même a recours à ce qu'il appelle un petit trait de charlatanisme. Alors c'est quoi ce petit trait de charlatanisme? Vous allez voir, c'est pas grand-chose. C'est que pour traverser la campagne, eh bien, il met sa sarbacane sur l'épaule, comme un fusil, de façon à se faire passer pour un chasseur, ce qui lui vaut des signes de respect de tous les paysans qu'il croise, qui évidemment le prennent pour un chasseur et donc pour un seigneur. Alors c'est intéressant, d'ailleurs, il y a une image comme ça qui le représente. Alors là, en fait, on le représente sur l'image presque avec un fusil. Dans le roman, on est dit qu'il a sa sarbacane, mais en tout cas, voilà, il va. Et ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, il n'a rien à vendre. Il ne cherche pas à berner ou à voler les gens qu'il rencontre. Son charlatanisme, comme il le dit lui-même, eh bien, au fond, ça consiste tout simplement à utiliser une ruse, même anodine, pour induire les autres en erreur et obtenir une estime injustifiée. Et plus tard, eh bien, cette erreur, cette petite ruse lui apparaît comme une faute et il s'en repent. Alors, évidemment, ça paraît tout à fait futile comme anecdote, mais elle est rapportée dès le début du roman, et c'est une manière pour le narrateur d'indiquer qu'au fond, nul n'est exempt de charlatanisme. On cherche tous, d'une manière ou d'une autre, à travers de petits subterfuges, à influencer le jugement des autres, et donc à jouer la comédie, à endosser des rôles publics. Certains épisodes du roman, d'ailleurs, conduisent Jérôme à élargir encore le spectre ou le domaine du charlatanisme. Il découvre par exemple l'existence de ce qu'il appelle le charlatanisme du bel esprit, et il dit « car il y en a en ce genre comme en médecine », ou encore du charlatanisme de science. Alors le charlatanisme de bel esprit, au fond, ça consiste à apprendre par cœur des bons mots pour briller en société. Donc vous avez, comme ça, vous savez, et donc c'est effectivement quelque chose qui était répandu dans la bonne société, dans les salons. Et le second, le charlatanisme de science, ça consiste à réciter des monologues savants qu'on a appris par cœur pour passer pour quelqu'un d'extrêmement savant. Donc, par exemple, il rencontre un jeune homme dans un café qui tenait deux personnes qui tenaient des grands discours scientifiques, et puis il s'aperçoit qu'au fond, ce sont des acteurs qui ont appris par cœur des sujets, et il en conclut que Pic de la Mirandole et ceux qui l'imitent n'étaient autre chose que des charlatans en fait de science,
si ce n'est, et d'adroits ignorants. Et donc, vous voyez, un élargissement, le faux médecin, le saltimbanque, le bel esprit, celui qui se fait passer pour un érudit, et arrivé à ce point, le narrateur avance cette définition. Qu'entend-on par charlatan, si ce n'est un homme qui en impose en étalant des biens qui ne lui appartiennent point et qui, se disant possesseur d'un secret que tout le monde connaît, cache son ignorance sous de belles paroles et se montre couvert de clinquants et d'ornements empruntés. Alors vous voyez, on retrouve beaucoup de thèmes qu'on a déjà croisés, la tromperie bien sûr, en imposer, la prétention de posséder un savoir ou des compétences, la séduction par les belles paroles, l'importance du secret, mais la question, le rapport à la médecine n'est plus du tout un critère. Le charlatan se rapproche de l'imposteur à ceci près qu'il est toujours question au cœur d'un savoir, d'un faux secret, d'une autorité savante usurpée. Il existe même, dit-il, des charlatans littéraires qui, incapables d'éclairer l'esprit, se contentent d'étourdir les oreilles. J'espère que je ne suis pas dans ce cas, mais donc le charlatanisme est partout. Il surgit dès lors que des individus prétendent être dépositaires d'un savoir plus ou moins mystérieux qui leur permet de tromper les autres et d'en obtenir soit de l'argent, soit de l'estime. L'apparence du savoir, c'est ça l'idée, présente toujours un risque de duperie. Alors, face à cette menace d'un charlatanisme à la fois protéiforme et omniprésent, eh bien, quels sont les remèdes ? Les petites aventures de Jérôme Sharp ne proposent pas seulement un inventaire amusant des différentes figures du charlatan, mais aussi une réflexion sur les moyens de s'en défendre. En premier lieu, Jérôme se fait le héros d'une science utile, au service non pas du spectaculaire, mais non pas au service du spectaculaire et du divertissement, mais au service du progrès matériel. Un long épisode, dans la première partie du roman, illustre cet aspect. Jérôme est hébergé chez, dit-il, un bourgeois de village, frustre mais honnête, à qui il révèle que la plupart des magiciens ne sont que des imposteurs, puis, ayant révélé qu'il possède lui-même quelques connaissances scientifiques, il est appelé chez le seigneur du village pour installer un paratonnerre, à la grande satisfaction de tous. Et donc, c'est intéressant, parce qu'évidemment, le paratonnerre, c'est un des symboles des progrès scientifiques et techniques des Lumières. Et donc, au milieu de cet océan de charlatans de tout genre, eh bien, la science des Lumières, en tant que science utile, prouve son efficacité dans un environnement, et c'est intéressant, je vous ai dit, un bourgeois de village, un seigneur, etc. Et donc, l'environnement dans lequel la science des Lumières fait ses preuves, eh bien justement, ce n'est pas l'espace des villes où chacun ne cherche qu'à tromper son prochain, mais un univers moral de la vie campagnarde grâce à l'aide d'un seigneur modernisateur, sorte de gentilhomme campagnard gagné aux idées nouvelles. Donc première défense, finalement, contre la science spectacle des villes, la science utile des campagnes. Deuxième défense contre le charlatanisme, eh bien, consiste à entretenir l'esprit critique par le raisonnement et le bon sens, mais aussi grâce à la lecture des livres. Jérôme se lance dans une longue apologie de la lecture qui lui permet de diffuser le savoir, la lecture de diffuser le savoir et offre à chacun la possibilité de se forger sa propre opinion. La critique du charlatanisme, c'est intéressant, c'est même un point absolument fondamental, elle ne débouche pas sur une critique généralisée de la science et des savants, encore moins de la littérature et des auteurs, contre la séduction de la parole et de la théâtralité. Eh bien, la lecture permet un examen rigoureux, raisonné des arguments. Et Jérôme, le personnage, qui est aussi le narrateur du roman, va même plus loin. Il propose quelque chose qu'on trouve très rarement dans la littérature du XVIIIe siècle, qui est une défense paradoxale des mauvais livres et des auteurs mineurs.
Les mauvais livres, dit-il, ont leur utilité parce qu'ils apprennent aux lecteurs et aux lectrices à exercer leur esprit critique. Lisez des mauvais livres, mais lisez. Quant à la défense des ouvrages de second ordre, elle repose sur le refus de toute hiérarchie culturelle. Et ça, c'est un point assez original qui mérite qu'on s'y arrête. Chez les philosophes des Lumières, la critique du charlatanisme aboutit généralement à la défense des hiérarchies savantes ou intellectuelles contre les pauvres diables de la littérature, les savants sans légitimité, tenus à l'écart des académies. Rappelez-vous, par exemple, Voltaire au début de ces séances. Ici, rien de tel, au contraire. Et d'ailleurs, le narrateur n'hésite pas à critiquer Voltaire lui-même, qui se serait trompé sur un point relativement mineur de physique. C'est un passage d'ailleurs très révélateur parce que c'est un argument que Voltaire avance pour lutter contre ce qu'il appelle lui-même une interprétation superstitieuse en donnant une explication physique de taches de sang à partir des rayons de la lumière, mais il semble que Voltaire se soit trompé, ce qui fait que le démystificateur critique, qui est le philosophe, fait une erreur scientifique. Ça arrive. Mais la leçon est claire, même un auteur aussi prestigieux que Voltaire peut parfaitement se tromper. Et Jérôme généralise, il n'y a presque pas d'erreur qui n'ait été soutenue par quelque grand homme. À l'inverse, des livres mineurs écrits par des auteurs inconnus peuvent comporter des leçons utiles. Et il en va des livres comme des auteurs. Même les savants se trompent, même les ignorants peuvent posséder des connaissances utiles. Et c'est un leitmotiv du roman. Jérôme ne se contente pas de démasquer les charlatans, il s'amuse à montrer aux gens instruits les limites de leur savoir. Ni le statut, ni la réputation d'un auteur ne permettent de juger de la véracité d'un argument. Seule l'expérience et le raisonnement sont des critères valables. Au fond, on pourrait dire que c'est le rationalisme des Lumières poussé à sa logique, mais qui s'inscrit en faux contre la construction des hiérarchies culturelles et savantes par la plupart des philosophes. Enfin, troisième moyen de se prémunir contre les charlatans, eh bien, ça consiste justement à dévoiler leurs impostures et tout particulièrement à dévoiler ce que Descramps et donc Jérôme appellent régulièrement dans le roman leurs trucs. Il ne s'agit ni de censurer ni de réprimer les charlatans, mais de réduire leur performance à un simple divertissement. Et le roman contient même, et ça c'est très amusant, il contient des schémas qui permettent d'expliquer les astuces des différents charlatans croisés sur le modèle des planches scientifiques, des ouvrages scientifiques. Alors je vais vous montrer deux exemples. Là, par exemple, à droite, vous avez justement le tuyau d'air avec l'éther qui permet d'inflammer l'air qui sort. Et puis à gauche, une autre expérience dont je n'ai pas encore parlé. Mais vous voyez, il y a véritablement des schémas explicatifs, des trucs, des petits subterfuges, des stratagèmes des charlatans. Il y en a plusieurs dans le roman. Vous voyez, un roman avec des petites planches scientifiques pour expliquer comment ne pas se laisser prendre. Le livre joue ainsi auprès des lecteurs le même rôle de dévoilement et de divulgation que Jérôme fait dans la fiction auprès de ses compagnons. Et lui-même, d'ailleurs, se prend plaisir à se livrer avec ses compagnons à quelques mystifications, mais en s'empressant immédiatement de révéler ses astuces. Et c'est un point essentiel. Si le charlatanisme est lié au secret, eh bien, la publicité du savoir est le remède. Le principal remède contre le charlatanisme, c'est justement de révéler. Toute connaissance doit être rendue publique. Si les charlatans et les magiciens sont des imposteurs, eh bien, en revanche, la figure positive du savoir est incarnée dans le roman par un personnage qui est un physicien que Jérôme rencontre à Lyon, et qui impressionne ses invités en réalisant une expérience de chimie apparemment prodigieuse, puisqu'il a mis des flacons, et sur commande, les liquides changent de couleur. Mais très rapidement, il leur révèle la solution. En réalité, les réactions chimiques
sont provoquées, le changement de couleur, ce sont des réactions chimiques qui sont provoquées par un complice qui est caché derrière le mur. Et en fait, c'est, vous voyez l'expérience que vous avez à gauche, il y a un tuyau et les flacons sont placés devant un mur et les réactions chimiques transforment la couleur. Et donc voilà l'idéal, au fond, proposé par l'ouvrage de Descamps, des opérations savantes, donc des réactions chimiques, fondées sur la chimie moderne, mais qui piquent la curiosité des spectateurs en mettant leur imagination à l'épreuve, comment est-ce possible, suivies par la révélation du mystère, qui consiste justement à montrer qu'il n'y a rien là de surnaturel, que tout est fondé sur des mécanismes naturels, faciles à expliquer. Le physicien qui s'amuse à ce type d'expérience est l'anti-charlatan. Il ne cherche pas à tromper, il utilise la dimension spectaculaire et ludique de l'expérience pour conduire les spectateurs vers un savoir réel. Donc à la fois piquer leur curiosité et en même temps ne pas faire semblant de posséder des secrets surnaturels. Et donc un savoir d'autant plus utile qu'il est fondé sur la dissipation du faux prestige de la magie. Alors, pour comprendre cette opposition entre la figure du magicien charlatan d'un côté et puis celui du professeur de physique amusante, eh bien, il faut la replacer dans le contexte des années 1780. Comme nous l'avons vu, c'est le moment où la Société royale de médecine mène le combat contre les remèdes secrets et les médecins empiriques. C'est aussi l'époque des succès et des controverses autour de Mesmer et de sa théorie du magnétisme animal et de ses cures. Mais c'est surtout la vogue des spectacles de science qui joue sur la frontière entre les divertissements urbains et la science populaire, entre le théâtre et le laboratoire. La deuxième moitié du XVIIIe siècle a été en effet marquée à Paris par une véritable explosion des cours de sciences et des spectacles, des démonstrations de physique, des innovations technologiques comme les fameux automates de Vaucanson, plus tard par des expériences de chimie ou encore, évidemment, dans les années 1780, par l'enthousiasme suscité par l'aérostation, donc enthousiasme et les vols de ballons, enthousiasme et curiosité renforcés par la rivalité entre les frères Montgolfier d'un côté, et puis Jacques-Alexandre César Charles, qui était un chimiste spécialisé dans la capacité, dans le fait de faire des ballons à hydrogène et non pas à l'air chaud. Bref, les premiers vols ont lieu en 1783. Ils attirent de vastes foules qui sont à la fois émerveillées par la prouesse scientifique et désireuses d'en comprendre les ressorts. Comme l'a montré Marie Thébault-Sorger, cet enthousiasme se situe à l'intersection entre le plaisir du spectacle et l'engouement pour les mystères et les prouesses de la science. Les cours publics répondaient eux aussi à une demande nouvelle du public, notamment dans les domaines scientifiques, physique, chimie, astronomie, savoir naturaliste. On estime qu'ils attiraient à Paris 5 à 6 000 personnes. Parmi eux, on trouvait des amateurs, des savants, des hommes de lettres, mais aussi, c'est une spécificité, des femmes et des étrangers de plus en plus nombreux. Ces cours étaient liés à des institutions publiques, le Jardin du Roi, le Collège de chirurgie, mais aussi à de nouvelles institutions privées, le lycée, le musée de Paris, et d'autres cours encore étaient donnés par de simples particuliers. Tous ces cours étaient annoncés dans la presse d'annonces spécialisées, mais aussi dans le Journal de Paris. Et comme nous l'avions vu avec les annonces médicales, toute une technique publicitaire se déploie pour annoncer les cours et attirer le public. Ouverts à tous, donnés en français, généralement payants, ces cours s'appuyaient souvent sur des expériences, ce qui leur donnait un caractère assez spectaculaire, à mi-chemin donc entre la pédagogie et le divertissement.
Et ces cours, comme les expériences, comme les vols de ballons, prenaient place à la fin du XVIIIe siècle, notamment ces années 1780 dont on parle, dans une véritable mutation de l'espace public urbain, où les sciences jouaient un rôle décisif et semblaient désormais être partout. Le journaliste Jean-Baptiste Pujoux écrit que les boulevards de Paris sont devenus une école de physique. Et le voyageur russe Nikolai Karamzin s'émerveille avec ironie de la popularité des travaux de Lavoisier, le grand chimiste, popularité si forte que, dit-il, les jeunes beautés parisiennes analysent désormais toutes leurs affaires de cœur en termes de processus chimiques. Alors, comme le montre ce dernier exemple, je rappelle que Lavoisier, c'est vraiment la révolution de la chimie moderne, et donc la frontière est très mince, elle est ténue entre, d'un côté, la popularisation de la science, y compris de la science la plus récente, et de l'autre côté, des effets de mode un peu ridicules, voire même l'enthousiasme crédule des badauds traînant sur les boulevards à l'affût de la dernière expérience de physique amusante, au risque d'être attirés par des charlatans. C'est pourquoi les historiens ont souvent hésité sur l'interprétation de ce succès public d'une science populaire. Robert Darnton, en insistant sur les aspects les plus ésotériques, et notamment sur tout ce qui entoure le succès du mesmérisme, y a vu un renversement des valeurs des Lumières, une sorte de vague irrationnelle ayant submergé la culture à la fin du XVIIIe siècle. À l'inverse, Michael Lean a insisté plutôt sur des dynamiques de popularisation de la science, vous avez toutes les références ici, et sur le site, une popularisation de la science qui s'inscrirait dans la volonté des Lumières de démocratiser le savoir. Bruno Belloz, pour sa part, il voit l'émergence d'un véritable espace public savant, une profonde mutation, dit-il, et Marie Thébault-Sorger, dans une synthèse très utile, montre que les spectacles scientifiques contribuaient à alimenter un nouveau rapport au savoir scientifique, moins intellectuel et rationnel, mais fondé sur l'expérience sensible et sur le sentiment du merveilleux. Et de fait, comme l'ont établi de nombreux historiens des sciences, et tout particulièrement Simon Schaffer, le caractère spectaculaire et public des sciences de la nature n'était pas, à l'époque moderne, contradictoire avec l'idéal scientifique. Bien au contraire, il était un des éléments essentiels du dispositif savant. D'une part, parce que le spectacle de la nature et de ses prodiges était censé susciter l'émerveillement, la curiosité, le désir de percer les mystères de l'univers, pensez à Fontenelle. D'autre part, la preuve spectaculaire et publique était un des éléments du régime probatoire de la science entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, avant que ne s'impose un nouveau modèle, à la fin du XVIIIe justement, celui du laboratoire, du savant dans son laboratoire, et d'une preuve fondée sur l'exactitude de la mesure. D'où, dans ces années 1770-80, l'ambiguïté fondamentale du spectacle public. À la fin du XVIIIe siècle, l'expérience publique et spectaculaire peut encore sembler être un élément du régime de démonstration scientifique fondé sur la multiplicité des témoins. Mais elle a commencé cette expérience publique et spectaculaire à basculer dans un autre ordre qui est celui plutôt de la vulgarisation et du divertissement. Et en ce sens, parce qu'il est dans ce moment d'incertitude, il offre aux charlatans un terrain de jeu idéal, puisque se déploie dans l'espace public, au fond, ce qu'on pourrait appeler une sorte de zone grise indéterminée, dans laquelle l'engouement pour les progrès scientifiques peuvent être mis au service de spectacles distrayants, parfois douteux et surtout lucratifs. Car les cours, je l'ai dit tout à l'heure, étaient en général payants, de même que les attractions pseudo-scientifiques
des boulevards. Par exemple, Joseph Sigaud de Lafont, qui est un spécialiste de physique expérimentale, donnait des cours qui avaient beaucoup de succès, qui étaient fréquentés par un public majoritairement féminin. Les cours étaient payants et Sigaud vendait ensuite des instruments dont il avait fait la démonstration et qui permettaient de renouveler les expériences à domicile. Entre les cours payants, la vente d'instruments et les spectacles des boulevards, au fond, le point commun, c'était l'argent, c'était l'emprise de la consommation et donc la transformation marchande de l'espace public, qui a été notamment, j'en ai déjà parlé, décrite récemment par l'historien William Sewell. L'effort de la pédagogie scientifique était aussi un phénomène commercial. L'amateur de sciences devenait aussi un consommateur de sciences. Alors, j'ai parlé à l'instant de l'aérostation. À côté de l'aérostation, des vols de ballons, un autre progrès scientifique a suscité à la fin du XVIIIe siècle un enthousiasme public. Il s'agit de l'électricité. Alors, celle-ci commençait juste à être connue et un peu maîtrisée. On était encore très loin des usages urbains et industriels qui seront ceux du XXe siècle. En revanche, l'électricité a fait au XVIIIe siècle, et c'est en cela qu'elle m'intéresse beaucoup ici, l'objet d'usages thérapeutiques qui ont connu justement aussi une sorte d'apogée dans les années 1770-1780. Au départ, c'est bien connu, je le rappelle rapidement, la présence de l'électricité dans l'espace public s'est fait sous le prisme de la curiosité et des expériences spectaculaires. Une première phase de ce succès a lieu à la fin des années 1740, à la suite de l'expérience dite de la bouteille de Leyde, en 1746, lorsque le physicien Peter von Muschenbroek réussit à électriser de l'eau contenue dans une bouteille et à donner ainsi une secousse électrique à l'utilisateur qui entre en contact avec cette bouteille électrisée. Au fond, c'est déjà le principe du condensateur. En France, ce sont les expériences au même moment, à la fois savantes et spectaculaires de l'abbé Nollet, qui suscitent l'enthousiasme, d'abord dans son cabinet de physique, puis dans les salons, et même à la cour, où a lieu l'expérience très célèbre qu'on appelle souvent la chaîne humaine, puisque à Versailles, dans la galerie des glaces, 180 gardes ont été électrisés, donc ont sauté en même temps, ils se tenaient la main, et donc évidemment, le premier a été électrisé, hop, ils ont tous sauté. Bon, on ne va pas s'amuser à ça aujourd'hui. On avait déjà fait les TP de fabrication des médicaments, donc on ne va pas tout faire à la fois. Bon, en revanche, les applications dans ces années 1740-50, les applications thérapeutiques que Nollet avait laissé entendre, en fait, très vite semblent décevantes et nourrissent un certain scepticisme. Or, à partir de la fin des années 1770, l'électricité médicale revient sur le devant de la scène, les expérimentations se multiplient, comme l'a montré François Zanetti dans un livre tout à fait passionnant, issu de sa thèse publiée et qui a été publié en 2017. Ces applications visent plusieurs types de pathologies, tout particulièrement les maladies nerveuses, et sont encouragées avec prudence, mais encouragées tout de même par la Société royale de médecine, notamment par celui qui s'impose comme l'autorité savante et légitime dans ce domaine, qui est le médecin Pierre Mauduit de la Varenne. Mais le statut de ces traitements électriques, reste fragile et contesté, d'une part en raison de ce que Zanetti appelle les origines interlopes, j'aime bien cette formule de l'électricité, c'est-à-dire le fait que l'électricité, ça restait justement pour l'instant quelque chose qui permettait de faire des expériences un peu spectaculaires et amusantes, et d'autre part parce que ces traitements impliquent des machines, même simplifiées. Or, évidemment, sur le modèle de la bouteille de Leyde, les machines restaient associées aux arts mécaniques et donc suscitaient la méfiance des médecins. Alors, il y a un cas très intéressant qui a été justement donc étudié, que j'emprunte au travail de Zanetti, qui est celui de l'abbé Sens,
S-A-N-S, qui est un chanoine de Perpignan, qui, après quelques succès dans le Roussillon, s'installe à Paris en 1770. C'est un chanoine, il n'est pas médecin, il n'est pas docteur de la faculté, mais il annonce traiter les paralytiques avec l'électricité. Bon, plus tard, il va aussi s'attaquer aux convulsions, mais ce qui est intéressant, c'est que Sens, vous voyez, par exemple, son livre, hein, ici, Guérison de la paralysie par l'électricité. Et alors, vous voyez, c'est intéressant parce que le frontispice, hein, vous voyez le globe électrique, hein, encore sur le modèle de la bouteille de LED, qui, au fond, vient remplacer le soleil. Hein, on a dans la métaphore, hein, c'est presque le frontispice, presque une parodie du frontispice de l'encyclopédie. Hein, on a au lieu que ce soit la lumière divine ou la lumière du soleil qui vient éclairer, c'est l'électricité qui vient guérir. Et l'ambition de l'abbé Sens, c'est de soigner. Ce n'est pas un charlatan au sens classique du terme, au sens où il ne cherche pas à tromper, il croit avec conviction à ses méthodes, il cherche inlassablement à obtenir la reconnaissance des autorités, il installe un cabinet électrique à Versailles, il obtient l'autorisation de faire des expériences à la Salpêtrière en présence de médecins, mais les résultats ne sont pas jugés convaincants, il n'obtient pas la reconnaissance qu'il souhaite, d'autant qu'il annonce sa pratique et notamment son cabinet de Versailles dans des publicités qui semblent reprendre le vocabulaire des charlatans, ce qui conduit à son discrédit, si bien qu'à la veille de la Révolution, il est relégué aux marges du monde savant et médical, et on le retrouvera en thermidor et sous le Directoire, vieilli, déconsidéré et réclamant en vain quelques subsides. Alors Zanetti le qualifie de charlatan électrique, mais c'est un charlatan paradoxal parce qu'en réalité, ce n'est pas un hérétique exubérant, ce n'est pas un imposteur s'enrichissant au détriment du peuple crédule, c'est plutôt un homme convaincu de la validité de traitements innovants qui se soumet volontiers au contrôle des autorités, mais qui est progressivement rejeté par celles-ci. Alors il y a un cas qui est plus troublant encore, parce qu'il est presque inverse, qui est le cas de Nicolas-Philippe Landru, connu sous le nom de Comus, et qui a commencé sa carrière publique en donnant des spectacles de physique amusante sur le boulevard du Temple où il avait installé son cabinet. On le voit apparaître sur la scène parisienne dans les années 1760, il est considéré comme un amuseur public. Il utilise des découvertes scientifiques récentes, notamment l'électricité, pour mettre en scène des attractions spectaculaires, par exemple des éclairs et des jeux de lumière. Son tour le plus célèbre consistait notamment à faire circuler la parole à distance entre deux boîtes séparées par un rideau et reliées par un fil, une sorte d'ancêtre du téléphone, si vous voulez. Diderot, dans une lettre à Sophie Voland, décrit cette attraction qui l'a impressionné, mais il considère Comus comme un charlatan des remparts. Comme ça qu'il le caractérise, donc c'est amusant. Mais... Or, à partir de la fin des années 1770, Comus, qui reprend alors son véritable nom de Ledru, se met à utiliser l'électricité dont il maîtrisait toutes les dimensions techniques pour déployer une activité médicale, thérapeutique. Et alors lui, ce qu'il soigne, sa spécialité, c'est l'épilepsie, grâce à des chocs électriques. Et cette thérapie fait l'objet, pour le coup, d'une véritable reconnaissance, comme l'a montré donc Jean Torlet dans un article court de 1954 qui reste la référence, et je le dis en passant, qui est un article assez amusant parce qu'il a été publié dans le journal d'histoire de la médecine, entrecoupé, quand vous le disiez, de pages de publicité pour des sirops contre la toux. Donc il y a un aspect comme ça, un peu de mise en abîme de la consommation de la médecine et de sa dimension marchande. Mais ce que montre Torlet,
qui était lui-même médecin, c'est que Ledru, tout en continuant à exploiter son cabinet de physique amusante, ouvre parallèlement une maison de santé rue des Rosiers, une sorte de petite clinique dans laquelle il soigne une 60aine de personnes. Il se soumet à l'expertise d'une commission médicale en 1783 qui lui accorde un satisfecit, puis le roi lui-même lui cède des terrains sur l'ancien couvent des Célestins, juste du côté à côté de l'Arsenal, ce qui lui permet de s'agrandir, de créer un hôpital dans lequel il traite de nombreuses affections nerveuses avec l'aide de son fils qui prend le relais sous la Révolution. Et on trouve de nombreuses annonces publiées dans les journaux qui indiquent que Ledru, père et fils, soignent gratuitement les pauvres dans certaines salles de l'hôpital, c'est le modèle tout à fait traditionnel de l'assistance charitable, tandis que d'autres salles étaient réservées aux patients payants, et l'après-midi, ils étaient disponibles pour visiter à domicile les patients les plus riches. Alors ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont un charlatan devient un médecin reconnu, même s'il reste un empirique, puisqu'il ne possède pas de formation proprement médicale. L'électricité, dont le statut était encore très incertain, permettait cette évolution, même si on imagine que cela pouvait être troublant pour les spectateurs, puisque Ledru, ou Comus, fut longtemps considéré par un simple illusionniste par les uns, peut-être par un savant par les autres. Et de fait, pour beaucoup, la perception qu'ils avaient de lui change en quelques années. On peut, par exemple, se reporter au témoignage d'un de ces voyageurs étrangers savants, que j'ai évoqué tout à l'heure, donc le naturaliste Antonio Cavagnies, qui a passé plusieurs années à Paris comme précepteur au service de la famille Infantado, et dont le rôle d'intermédiaire culturel a été étudié par Roberto Paiva dans un article récent de la revue d'histoire moderne et contemporaine. En 1778, avec son ami l'abbé Vira, un autre espagnol, ils étaient allés voir Comus sur le boulevard. Ils avaient été amusés, mais pas extraordinairement impressionnés par ce qu'ils appelaient ses habiletés manuelles, donc des tours en fait. Ce qui indique néanmoins que ces personnages, qui suivaient par ailleurs des cours payants dans différents lieux de la capitale, ne trouvaient pas du tout indigne d'eux d'aller assister aux expériences de Comus sur le boulevard, mais aussi qu'ils ne le prenaient pas excessivement au sérieux. Or, 6 ans plus tard, Cavagnies a changé d'avis. Dans une lettre à un de ses correspondants en Espagne, il écrit qu'autrefois, Comus, je cite, « était vu comme un charlatan à cause des tours incroyables qu'il faisait avec un aimant et de l'électricité par appât du gain. Il a prouvé depuis être un des meilleurs physiciens. » Alors vous voyez, en fait, l'appât du gain signe le charlatan, mais ce n'est pas tout à fait suffisant, car d'autres savants aussi sont mus par le désir de s'enrichir. Par exemple, Cavagnies remarque à plusieurs reprises que Sigaud de Lafont, que j'ai cité tout à l'heure, et dont il suivait aussi les cours, était très intéressé, voire carrément vénal, à tel point que l'admiration initiale qu'il ressentait pour lui finit par laisser place à un discours plus critique, du moins ironique, au point de qualifier Sigaud d'escamoteur, qui était le terme péjoratif pour désigner les magiciens, les prestidigitateurs. C'était un escamoteur. Alors, si j'ai développé ces exemples, l'abbé Sens, Comus, Sigaud de Lafont, et je pourrais en donner bien d'autres, c'est pour vous montrer que le succès de la science publique dans les années 1770-1780, et tout particulièrement dans la décennie qui précède la Révolution, eh bien, témoigne d'un engouement certain pour les progrès du savoir, mais a aussi pour conséquence de brouiller les frontières entre la science, les spectacles, la consommation, la médecine, mais aussi avec des spectacles plus douteux encore, notamment les spectacles de prestidigitation. Ces spectacles de magie, en réalité, venaient du monde de la foire, mais ils s'étaient renouvelés justement au contact de la physique amusante, de toute cette mode, cette vogue des spectacles de physique.
Si bien que les spectacles de magie, dans les années 1780, ont connu un véritable succès, un retour en grâce, et surtout une montée en gamme. Ce n'était plus des spectacles forains, c'était des spectacles qui s'adressaient aux élites et même à la cour. Ainsi, fin 1783, un magicien italien, Giuseppe Pinetti, donne à Paris un spectacle qui mêle des expériences spectaculaires et des tours de prestidigitation. Je cite les Mémoires secrets de la République des Lettres. Le sieur Pinetti attire un monde prodigieux de la plus haute volée. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même, on le voit d'ailleurs sur cette image, se présentait non pas comme magicien, mais comme professeur de mathématiques et de physique. Alors là, l'image représente un des tours, il tire une carte au hasard d'un paquet, il la brûle, ensuite il jette le paquet en l'air, il tire un coup de revolver et le coup de revolver va plaquer sur le mur la carte qui avait été détruite. Bon, moi j'appelle ça un tour de magie, pas mal, hein, j'aimerais bien y assister, je pense que c'est pas mal comme tour de magie, mais lui, c'est professeur de physique amusante. Bon, ça, c'est vrai que si j'avais eu des cours de physique comme ça, je ne serais peut-être pas devenu historien, mais enfin bon. En tout cas, on a ici de la magie pour la bonne société, puisqu'il va jouer à la cour, hein, il va jouer sur l'autel des menus plaisirs du roi, et il connaît un succès tout à fait considérable. Et c'est dans ce contexte que nous retrouvons Henri Descramps, l'auteur des Petites aventures de Jérôme Charpe. On l'avait un peu oublié. On le retrouve parce que c'est justement ce moment où il apparaît sur la scène publique. En 1784, il publie son premier livre, que nous avons évoqué tout à l'heure, qui s'appelle donc justement La magie blanche dévoilée. Il est alors un parfait inconnu, il est né dans le Quercy, il a quitté sa famille et sa région pour échapper à une carrière ecclésiastique. Après avoir voyagé en Allemagne, il s'est installé à Paris, s'intéressant aux sciences en autodidacte, selon son propre récit. La magie blanche dévoilée connaît un certain succès que l'on peut mesurer à la fois par la présence d'une longue recension dans l'année littéraire, par l'existence de plusieurs rééditions et de diverses suites. L'année suivante paraît un supplément à la magie blanche dévoilée, puis en 1786 un testament de Jérôme Charpe pour servir de complément à la magie blanche dévoilée, où notre héros donc fait sa première apparition. 2 ans plus tard, un codicille de Jérôme Charpe. Vous voyez que le filon n'était pas tout à fait encore tari. Et en 1789, donc, les Petites aventures de Jérôme Charpe, hein, qui ne se présente pas comme un nouveau complément, mais comme un roman écrit, vous l'avez vu tout à l'heure, par l'auteur de La magie blanche. Preuve qu'il s'agissait bien d'un argument publicitaire, et donc que le livre avait connu un vrai succès. D'ailleurs, l'ensemble est republié à plusieurs reprises dans les années suivantes par un éditeur de Liège, des SOR, avec une préface qui insistait sur le succès de scandale suscité par le livre inaugural La magie blanche dévoilée. Et cette réédition, pendant la Révolution, atteste la curiosité persistante suscitée par cette série d'ouvrages de Descramps. Alors, pourquoi succès de scandale ? Eh bien, c'est que notre ami Descramps, sans le citer explicitement, dans son livre, donc le premier, La magie blanche dévoilée, vous voyez, avec explication donc des tours surprenants, etc., en fait, il révélait tous les tours et les stratagèmes de Pinetti. Alors, évidemment, celui-ci était absolument furieux, et donc il a lancé une violente polémique contre Descramps, ce qui pousse celui-ci, dans les ouvrages suivants, à se justifier tout en poursuivant son entreprise de divulgation. Donc la grande question, c'est si un magicien a du succès, est-il légitime de révéler au public ses tours ? L'ambition de Descramps, explique-t-il, dans les différents ouvrages successifs dans lesquels il se justifie, c'est justement de détourner le public du merveilleux sans nuire à son plaisir. C'est ça toute la difficulté. La magie, dit-il, est amusante et inoffensive, mais ce qui ne l'est pas du tout, c'est de laisser le public dans l'ignorance des causes. Car alors, on renforce les préjugés.
on habitue le public à croire à l'existence de phénomènes surnaturels et surtout, c'est encore plus dangereux peut-être, au pouvoir mystérieux du magicien. À l'inverse, révéler les tours est non seulement nécessaire pour éclairer le public, mais encore pour accroître son amusement. Je cite, « Le plus grand plaisir dont on puisse jouir après s'être amusé à des objets qui piquent la curiosité, c'est de la satisfaire. » Alors la difficulté, bien sûr, c'est de trouver l'équilibre entre la part de mystère nécessaire au plaisir du spectateur et la publicité de la science. Le préambule de la magie blanche pose les limites de l'entreprise, je le cite, « Nous nous garderons bien de croire que nous puissions éclairer le public jusqu'au point de diminuer ses plaisirs en l'éloignant d'un genre de spectacle où la supercherie de l'acteur et la crédulité du spectateur sont également nécessaires et dont le charme consiste à tous égards dans l'erreur et le mensonge. » Et donc, au fond, la crédulité, elle est à la fois une condition du divertissement et une menace pour l'espace public. Comment faire servir la fiction et la curiosité au progrès des Lumières et non à leur destruction? Et inversement, comment éclairer le public sans détruire le charme qui est lié au spectacle de phénomènes apparemment inexplicables? Et c'est pourquoi Descamps poursuit son entreprise de dévoilement en présentant, en expliquant un ensemble de nouveaux tours, si bien que c'est très paradoxal, mais du coup ces livres peuvent aussi se lire comme des manuels de magie, puisque tous les tours sont expliqués. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que la magie blanche dévoilée a été rééditée en 1998 par une maison d'édition spécialisée dans les livres de magie, les éditions Joker de luxe, et que si vous regardez la page Wikipédia d'Henri Descamps, eh bien, il est présenté comme un magicien français. Parce qu'évidemment, on peut lire ces livres comme ça, et d'ailleurs, il en était lui-même conscient. Il y a quelques chapitres de mon ouvrage qui paraissent propres à faire des escamoteurs, mais on peut faire des tours sans être charlatan. Ce sont des jeux innocents qui peuvent plaire à l'un sans nuire à l'autre. Le mal ne consiste que dans l'abus. Telle est la leçon de Descamps, il ne cesse de le répéter. Le savoir n'est pas nocif en lui-même, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être dangereux. Le savoir est même le remède au charlatanisme dès lors qu'il est diffusé publiquement. Je cite, « Soyons justes et ne concluons pas de l'abus à l'inutilité. Convenons que pour remédier à certains maux, il faut les dénoncer au public et que le secret le plus dangereux cesse de l'être et change de nature par la publicité. » Vous voyez vraiment cette logique, hein, et on l'a vu avec le passage de Comus à Ledru, hein, la différence entre le charlatan et le médecin, c'est le passage du secret à la publicité. Le savoir, dit Descamps, n'est émancipateur que s'il est public, c'est-à-dire à la fois dévoilé et diffusé. S'il reste secret, il se prête à toutes les mystifications. Alors, du coup, on comprend mieux, si on revient aux petites aventures de Jérôme Sharp, qu'elles s'inscrivent dans la continuité de cette guerre contre la magie et les magiciens. Le roman a permis à Descamps de poursuivre son entreprise de dévoilement, et le titre complet du roman, d'ailleurs, octroie à Jérôme le titre de professeur de physique amusante. En revanche, le lexique du charlatan était plutôt absent de la magie blanche dévoilée, et c'est vraiment dans les petites aventures que Descamps a élargi son analyse des effets de la magie à une réflexion plus généralisée, hein, au-delà de la question de la magie, sur la question des usages illégitimes de la science. Ce qui n'est peut-être pas surprenant, car, et là je m'appuie sur les travaux de Joël Castonguay-Bélanger, oui, là je suis revenu en arrière, voilà. L'image du savant connaissait alors dans la littérature, et notamment dans la littérature de fiction, une transformation qui était en train de s'accentuer, puisque aux figures héroïques de savants éclairés, dont les exploits prométhéens avaient été mis en évidence, eh bien succédaient désormais des portraits satiriques de faux savants, de magnétiseurs corrompus et de charlatans sans scrupules, comme si la production romanesque reflétait
ce que Castonguay-Bélanger appelle un imaginaire du désenchantement à l'égard des idéaux scientifiques des Lumières. Les vieux thèmes satiriques à l'égard des savants fous et des imposteurs ressurgissaient, mais réactivés, on pourrait presque dire rechargés, par le nouveau statut culturel et symbolique des sciences dans l'espace public. Les philosophes eux-mêmes avaient identifié ce charlatanisme des faux savants comme une menace mortelle. Souvenez-vous de Condorcet, toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes est trompée par des charlatans. Le charlatan est dangereux parce qu'il s'appuie sur le désir de connaissance d'un public à demi éclairé, suffisamment émancipé pour ne plus croire aux autorités traditionnelles, mais pas assez pour être capable de reconnaître les vrais savants. Alors à première vue, cette position pourrait sembler proche de celle d'Henri Descramps. Il n'en est rien. Les deux auteurs partagent certes l'ambition de dévoiler par la pédagogie les ressorts du charlatanisme, mais Condorcet est un savant reconnu. Il croit avant tout au pouvoir des institutions, notamment aux académies, et à l'affirmation de l'autorité savante dans l'espace public. Il distingue donc fortement le débat démocratique, nécessaire en politique, et les hiérarchies intellectuelles qui doivent réguler le monde scientifique. Descramps, à l'inverse, fait l'éloge, nous l'avons vu, des petits auteurs, des formes mineures. Il promeut un rapport, au fond, amateur, ludique, autodidactique, si on peut dire, au savoir. Son rapport à la physique amusante et à la magie est aussi beaucoup plus ambigu que celui de Condorcet. Il dénonce des usages frauduleux, mais il veut s'en servir pour piquer la curiosité du public et l'amener vers la connaissance. Davantage que Condorcet, il est surtout partisan d'un savoir démocratique. En 1794, sous la Révolution, il publie un nouveau livre dont le titre est tout un programme, « La science sans culottiser ». La première partie de l'ouvrage est un prospectus pour un manuel d'astronomie à destination du grand public. Descramps y défend l'idéal d'une science populaire qui explique les choses simplement en évitant le jargon, l'obscurité, les effets d'autorité. Il affirme vouloir sans culottiser la science en imitant le gouvernement de la République et en donnant à ces démonstrations une forme populaire. Alors la seconde partie est très amusante parce qu'elle se présente comme un dialogue entre deux personnages auxquels l'auteur finit par se joindre à la fin à propos de l'ouvrage lui-même. Alors au début, ils font semblant de critiquer le livre, mais en des termes qui évidemment prouvent son utilité. Alors, c'est un dispositif qui est un peu tiré par les cheveux, qui correspond bien à l'idéal de Descramps, c'est-à-dire jouer sur l'ironie, sur le sens critique des lecteurs, pour éviter les effets d'autorité et le monologue pontifiant. L'ouvrage, affirme à plusieurs reprises un des protagonistes, vise, je cite, à établir dans les sciences cette égalité dont nous jouissons dans le gouvernement. À quoi son interlocuteur réplique froidement « Je n'aime pas l'égalité ». Alors, vous voyez, on saurait mieux présenter l'enjeu essentiel. L'égalité devenue la nouvelle norme qui régit les relations sociales et politiques, en révolution, doit-elle aussi s'appliquer aux sciences ? Le monde du savoir, et donc par rapport à la critique des charlatans, vous voyez que le renversement, il est presque total. Le monde du savoir n'est plus menacé, ou plus seulement menacé par les charlatans, mais plutôt par le monopole des savants, qui sont en quelque sorte des aristocrates du savoir, veillant jalousement, dit le texte, sur leurs anciens privilèges. Et comme le remarque un des protagonistes du dialogue, en effet, il n'y aura pas grand avantage d'être savant quand il sera permis à tout le monde de le devenir. L'auteur, dit-il, traite les savants comme la Révolution a traité les nobles. Ces derniers ont perdu le droit qu'ils avaient d'occuper seuls les premières places, et l'auteur veut enlever aux premiers ce privilège exclusif qu'ils avaient de connaître seuls de grandes vérités, qu'il veut rendre communes à tout le monde. Alors, on retrouve ici un des échos du renversement que Jean-Paul Marat avait effectué en 1791 dans sa lettre sur les charlatans modernes, dans laquelle il reprochait aux académiciens d'être les véritables charlatans qui se trompent le peuple en se réfugiant derrière un jargon incompréhensible. Mais
Descamps ne va pas jusque-là. Son livre comporte un éloge vibrant de l'astronome Jérôme Lalande, qui est une figure hautement légitime du monde scientifique, ce qui montre que Descamps, à la différence de Marat, n'englobe pas tous les académiciens dans sa critique. Mais néanmoins, c'est tout à fait intéressant, et on y reviendra beaucoup plus longuement lorsqu'on reparlera de la Révolution, mais le fait que la critique du charlatanisme, au nom des Lumières et de la raison, prend des formes nouvelles dès lors qu'est posée la double question de l'autorité savante dans l'espace public et des rapports entre science et démocratie. Un mot pour conclure, si j'ai essayé de ressusciter aujourd'hui l'œuvre oubliée d'Henri Descamps, c'est qu'elle met en évidence, je crois, un paradoxe de la science des Lumières. Celle-ci vise à éclairer le public, et du coup, en visant à éclairer le public, elle est néanmoins susceptible de nourrir un goût du merveilleux et donc de renforcer les préjugés en produisant des effets que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre et donc en permettant à des imposteurs qui les maîtrisent d'en tirer parti. Mais la dénonciation des charlatans, de ces imposteurs, ne suffit pas parce qu'elle risque de créer une nouvelle aristocratie, celle des vrais savants, qui ne se sentent pas obligés d'expliquer ces phénomènes nouveaux, qui se réfugient dans un jargon spécialisé et qui comptent sur des effets d'autorité propres à leur position institutionnelle ou à leur prestige intellectuel. Si bien que, entre leurs mains, la critique des charlatans et de la crédulité du public devient l'outil d'un pouvoir et d'une domination. Pour parer ce double péril, celui du charlatan habile qui trompe le peuple et celui du savant imbu de son savoir et de son autorité, eh bien, Descamps et son double Jérôme Charpe défendent une science éclairée et populaire, ludique et critique, qui retourne les astuces spectaculaires des charlatans contre ceux-ci, mais dans une visée profondément démocratique. Je vous remercie. La semaine prochaine, à nouveau 14h, je m'excuse, j'ai vu que certains n'avaient pas été informés ou avaient oublié, donc à nouveau 14h la semaine prochaine et 14h30 pour le dernier cours. Merci.